Bonjour. On va remettre un peu de vivant dans le système parce que franchement, que le climat change sur la Terre, on n'en a rien à faire s'il n'y a pas la vie sur la Terre et l'humain dedans pour révéler ce changement climatique. Donc cet humain dans la biodiversité... Ah, ça ne marche pas. Ça y est. C'est quoi la biodiversité? On me pose souvent la question. Alors en 2010, les Nations Unies consacrent l'année à la biodiversité. J'explique que ce n'est pas du tout uniquement un catalogue ou un inventaire d'espèces. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît? J'ai présidé pendant 7 ans le Muséum d'histoire naturelle de Paris. On connaît un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes. Des bactéries, des protistes unicellulaires, des champignons, des plantes et des animaux. Et dans ces 2 millions d'espèces, il y a effectivement l'humain. Cette biodiversité, souvent je dis, c'est la fraction vivante de la nature. Il y a une nature sur la Terre, bien sûr, quand elle se forme, et ce vivant apparaît un peu plus tard, vers environ 3,85 milliards d'années. Et cette vie apparaît dans l'océan ancestral. L'océan a été le porteur de la vie. Alors, je vais prendre 3 écosystèmes pour expliquer tout le vivant. D'abord, moi qui suis un marin, une goutte d'eau de mer, voilà. Où qu'on la prenne sur la Terre, c'est la même chose. Donc je vais encore redire solennellement, il n'y a pas des océans, only one ocean. Il y a un océan et des mers. Partout où on va, il y a 11 millimoles de potassium dans l'océan, il y a 450 millimoles de sodium, c'est comme ça partout, un océan. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit effectivement des protistes allumés par des sondes moléculaires, on voit des bactéries, des millions de bactéries par goutte d'eau de mer et des milliards de virus. C'est partout, c'est la biodiversité de l'océan. En gros, aujourd'hui, on connaît un peu plus de 250 000 espèces vivantes dans l'océan. Deuxième écosystème, un morceau de sol. Les sols sont absolument, c'est vital pour l'humain puisque c'est le support de l'agriculture. Les sols aujourd'hui, c'est à peu près 23% de toutes les espèces connues sur la Terre. Alors on y trouve, regardez, 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de champignons qu'on ignore absolument dans les sols. Partout sur la planète, on trouve des acariens, des colamboles, des vers de terre, bien sûr, des nématodes, et même mon petit chouchou, les tardigrades, dans ces sols. Donc ici, vous avez un milieu absolument très riche en diversité biologique. Si je séquence de l'eau de mer ici, et là, je vais trouver la même chose, sur un sol, ça sera extrêmement différent. Troisième écosystème, qu'on oublie bien souvent, et pourtant c'est nous, c'est quoi ça? C'est un tube digestif du bébé humain à la naissance. On a tous ici dans la salle, les filles et les garçons étaient bébés humains à la naissance. Et quand cette maman a porté ce bébé 9 mois et qu'il va naître, le premier contact avec la vie de la Terre pour ce bébé, ce sont les bactéries de son tractus génital. Et voilà comment, quand le bébé va sortir de sa maman pour naître, il se contamine, dans le bon sens du terme, par ces bactéries maternelles. Et tout est là. Un bébé humain met 2 années à avoir sa flore à lui. Et nos comportements actuels, en mangeant n'importe quoi et surtout en utilisant des traitements antibiotiques n'importe comment, ont changé cette flore intestinale. Une grande partie des maladies actuelles est liée à ceci. Je vous rappelle qu'en France, 300 maladies nouvelles depuis 1940. Donc, un bout d'océan, un bout de terre et un bébé. Alors, quand je veux défendre la biodiversité avec des ministres, je dis regardez comme c'est beau la biodiversité. Alors là, tout le monde pleure. J'ai choisi des très beaux qu'on a trouvés sur une plage de Guadeloupe en janvier 2012. Regardez comme elle est belle, il faut qu'on la sauve. C'est magnifique. On me dit oui, on va t'aider. Le problème, c'est que ce n'est pas que ça la biodiversité, c'est aussi ceci. Et là, on me dit, ah là là, attention, là, le député me dit, on n'a pas beaucoup d'argent. Tu veux quand même pas sauver celui-là en bas, là, ou celui-là, là. Écoutez, on sauve ce qui a des beaux cils et des grands yeux bleus, et ce qui est chaud, évidemment, et puis tout ce qui est moche, on ne garde pas. Et je dis en scientifique qu'il faut qu'on sauve le vrac, il nous faut absolument tout. Regardez celui qui est en bas, à gauche pour moi, ici, là. Il s'appelle le rat taupe nu, il vit dans des terriers au Kenya, en Afrique. Ce truc était tellement moche qu'il n'avait aucune chance d'être sauvé par les humains. Et on découvre en 2005 que cet animal ne fait jamais de cancer, jamais. Il vit 50 ans, et du jour au lendemain, mon rat taupe nu ultra moche devient une star de la recherche. Donc en fait, il faut tout garder, les beaux, les moches. Et finalement, c'est quoi la biodiversité? C'est ça, la biodiversité. Voilà. Et ça, pour un Français, c'est fabuleux, la biodiversité. C'est quoi un Français, ou une Française d'ailleurs, sans son pinard, son pain, bien sûr, et puis tout ce qui est là, et le pain et la biodiversité, à part le nickel des couverts ici, et puis les bouteilles de verre des bouteilles, tout est biodiversité. Nous baignons dedans. Qu'on arrête de me dire, c'est une idée d'écolo, la biodiversité, on s'en fout, elle ne sert à rien, elle est vitale. Nous sommes la biodiversité.
Je veux simplement vous dire que chacun ici dans la salle, et moi aussi, on a au moins 10 fois plus de bactéries dans nous et sur nous que de cellules humaines. L'humain est une ode lui-même à la diversité biologique. Et on a choisi quelques animaux parmi le 1,3 million d'animaux connus pour les élever comme la vache. Très bien. Alors maintenant, l'humain est apparu, puis il a commencé à se développer. Je vous ai mis la courbe de démographie ici à droite. Et vous voyez que cette croissance de la démographie humaine a été totalement liée à des grandes inventions. C'était dur la vie au début. Hein. J'étais en Afrique récemment, je regardais ces grands fauves africains, comment 2 lions attaquaient un buffle. Le petit humain de 40 kilos tout mouillé qui arrivait pour manger un morceau de bidoche, il attendait que le lion finisse son repas. Après les hyènes, arrivaient les vautours, il chipait un petit morceau de viande, très difficile. Et pendant très longtemps, on est resté très peu nombreux, 20 par endroit. Et puis l'humain commence à inventer des choses. La première invention, c'est l'arc et la flèche. Vous tuez un prédateur, un animal, une proie, ou un animal qui va vous attaquer à 20 ou 30 mètres. Tout va changer. Et puis après, ça va être effectivement les villes, les routes, les âges de métaux, la poudre noire. Voilà une terrible invention de l'humanité. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui avec la poudre noire. Ça a été la roue qui a permis de porter de très grands poids. Ça a été ensuite, plus tard, la machine à vapeur, les vaccins, les avions, les matières plastiques, les antibiotiques et puis les computers, c'est les ordinateurs. Ceci explique cette courbe de démographie. Depuis que je suis né, je ne suis pas si vieux que ça, on a multiplié par 3 la population humaine sur la Terre. Alors ceci a amené des compétitions, et je vais vous mettre quelques papiers sortis. Le premier ici a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on peut éviter une chute globale des civilisations? C'était par Paul Ehrlich il y a 2 ans, puis il y en a eu plein d'autres, hein, je vous les passe rapidement. J'insiste pas là-dessus, ce sont tous les papiers scientifiques très fondamentaux, publiés. Même le pape s'y est mis, c'est la première fois que dans ma biographie, je cite le pape, avec sa lettre encyclique récemment. Et puis tous ces travaux qui nous montrent que l'humain est un super prédateur qui peut-être est en train de préparer une 6e grande crise d'extinction. Comment on réagit? C'est la vraie question aujourd'hui. Alors, regardez, je vais vous renvoyer en Inde, à une époque où on ne parlait pas d'écologie, encore moins d'écologisme politique. Sri Aurobindo disait en 1915 que cet humain qui impactait sur la Terre créait un développement très important de changement. Il disait un peu plus loin, si l'humanité veut survivre, je ne vais pas jusque-là, mais si elle veut garder son bien-être, elle doit radicalement changer sa nature. Le débat, il est là aujourd'hui. Comment on passe nos activités actuelles à quelque chose qui va nous faire changer? Où que j'aille, on me dit « we have to change ». OK, comment on change? Comment fait-on? Alors, les données économiques nous montrent qu'aujourd'hui, c'est difficile, en fait. Voilà le travail du Rockström qui était juste avant nous, là. Les économistes essaient de coller à l'écologie, heureusement. Je leur dis, si vous ne faites pas coller vos modèles économiques à l'écologie, dans l'autre sens, ça ne marche pas du tout. Hein, parce que la vie, n'oubliez pas qu'elle a presque 4 milliards d'années. Et elle marche très bien. La vie ne fait aucun déchet. On croule sur les déchets, c'est l'humain qui a inventé les déchets. La nature sait tout faire. D'où l'intérêt de la bioinspiration, du biomimétisme. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas riches veulent devenir riches, et ceux qui sont riches veulent rester riches. Alors, le problème, sur une planète finie, quelle économie? Nos politiques, ils sont élus pour 5 ans sur quelques kilomètres carrés, c'est difficile. Hein, en économie classique, la nature n'a pas de valeur. Comment, simplement au travers du travail humain qui est organisé? C'est compliqué. Comment on passe d'une vie anthropocentrée en économie aujourd'hui à une vie beaucoup plus coopérative? Comment on gère ces fameux biens communs? Comment on laisse les pays du Sud se développer et rattraper leur retard? Alors quel travail d'un écologue comme moi aujourd'hui? Il est là, j'ai des écosystèmes marins et continentaux agressés par les activités humaines. On les détruit comment? Parce qu'on détruit, on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout, et le climat qui change, on en a parlé ce matin, n'arrange pas les choses. Et bien simplement, une fois qu'on n'a pas entièrement détruit un écosystème, c'est comment il va pouvoir repartir, ce qu'on appelle la résilience, vers un état plus ou moins proche de l'antérieur. Ça, c'est notre boulot aujourd'hui, d'être capable de savoir si nos écosystèmes sont assez structurés pour réagir face aux différentes menaces. Cette plaie de la crise écologique, le productivisme agricole, on peut changer. L'eau potable, on peut changer. Les pêches qui s'en vont, on peut changer. La forêt qui s'en va, on peut changer. La biodiversité qui s'effondre, on peut changer. La pollution partout, on peut changer. Voilà l'espoir, il est là. Je ne suis pas là pour vous désespérer, je suis là pour vous dire qu'il faut qu'on travaille différemment et qu'on pense différemment. Le changement climatique, il est parti. On l'a vu ce matin, c'est trop tard. On aurait dû démarrer avant. Simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de limiter les dégâts et d'adapter les humains à ce climat qui change. Et je vais citer Edgar Morin, que j'aime beaucoup. Il disait il y a quelque temps, la Terre est un vaisseau spatial emporté par 4 moteurs. La science, la technique, l'économie et le profit.
Et chacun de ces moteurs peut être très positif pour l'humanité ou très délétère pour l'humanité. Comment on les utilise? Et il disait un peu plus loin, tous les gens comme nous, ici dans la salle, on lit, on écoute, on échange. Le probable, il est quand même pas terrible, hein, il est assez catastrophique. Et puis il rajoute, juste après, moi aussi je suis un optimiste, donc je continue à me battre pour ça, il rajoute, pourtant il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire humaine. Le futur n'est jamais joué. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on change pour qu'on empêche ce futur un peu inquiétant de se produire. On peut le faire, mais on doit se battre, beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Le futur n'est jamais joué. Il disait un peu comme Sri Aurobindo, il nous faut une métamorphose profonde. Cette métamorphose, en fait, elle n'est pas prévisible. Comment ça va se passer? Comment on va changer? Il nous faut une conscience, d'accord? Humanitaire, d'accord? Planétaire, c'est ça le plus difficile en fait. Et il dit, on s'appelle Homo sapiens, on est Homo faber, l'homme qui sait construire, qui fait. Ça c'est vrai, on est Homo démon, c'est beaucoup, hein. Regardez un peu ce qu'on fait tous les jours ici. Et on n'est pas encore sapiens. Est-ce qu'on est capable de devenir sapiens dans ce siècle qui est en cours aujourd'hui, avec toutes les questions qu'on a vues tout à l'heure? C'est la vraie question qui est posée en fait. Voilà, si on ne fait pas ça, ce qui va se passer, on le voit tous les jours à la télévision. J'étais en Afrique avec Ségolène Royal il y a 2 semaines. On a passé 2 semaines dans les pays d'Afrique australe, terriblement touchés par le changement climatique. Il ne pleut plus, le Zambèze n'a plus d'eau. On fait des trous maintenant pour faire des petits lacs, pour alimenter la faune sauvage. Et qu'est-ce que font les agriculteurs? Ils s'en vont, ils s'accumulent à la périphérie des villes parce qu'il ne pleut plus. Et qu'est-ce qu'on fait après? On s'en va inéluctablement vers le nord. Je vous rappelle qu'entre l'Afrique et l'Europe, il y a 13 kilomètres. 1 milliard d'humains en Afrique aujourd'hui, demain 2, après-demain 3. Des vraies questions qui nous sont posées. Il faut absolument aider ces gens-là à être bien chez eux pour que nous, on évite des problèmes. Mais ça fait partie de tout le changement qu'on a à faire aujourd'hui. Et je termine simplement sur 2 colloques que j'avais organisés, l'un au Muséum, l'autre au Collège de France, qui est en fait la seule question qui me préoccupe aujourd'hui. Est-ce que l'humain peut s'adapter à lui-même? C'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on affronte? Le déni? La triche? Quand Armstrong vous dit on ne peut pas gagner le Tour de France sans se doper. Je dis écoutez, si aucun ne prend un produit dopant, il y aurait bien un vainqueur de Tour de France. Il ira un petit peu moins vite et ça irait beaucoup mieux. Donc tous collectivement, c'est un peu sur pourquoi je me bats ici avec vous, c'est on change intelligemment, beaucoup plus de partage, beaucoup plus d'humilité, j'ai écouté beaucoup d'arrogance ce matin, et puis d'amour des autres. Merci.